il est 8h30. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, l'invité du 7-9 est Gwenaël Henry. Il est militant UDB, donc Union démocratique bretonne. Il est également référent énergie et il est venu jusqu'à nous depuis Les Ardrieux, je crois, pour être en direct au micro de la matinale. Je le remercie. Bonjour. Bonjour, Les Ardrieux, c'est pas si loin que ça. Voilà, mais vous avez quand même affronté la route et les embouteillages, il y en a quelques-uns en ce moment du côté de Saint-Brieuc. Gwenaël Henry, merci donc d'être avec nous ce matin. On va parler, je le disais en commençant, vous êtes référent énergie, on va parler des coûts de l'énergie électrique, des carburants qui aujourd'hui préoccupent un petit peu les citoyens français et bretons, il faut bien le dire. Mais il y a quelques jours, l'UDB a produit un communiqué de presse autour de la centrale de Cordemais. Alors, pour nos auditeurs lointains, qu'est-ce que c'est que la centrale de Cordemais? Déjà, c'est un ancien projet. Cordemais, il y a eu un projet de centrale. Il y a une centrale à charbon et son arrêt est programmé. Normalement, elle devrait arrêter, mais elle tourne toujours. Et donc, le gouvernement français souhaitant arrêter la production d'énergie à partir du charbon, il fallait donc arrêter cette centrale. Il y a eu un projet de modification, c'est-à-dire de changement de combustible. Pendant un moment, ils ont essayé de faire fonctionner ça avec d'autres combustibles que le charbon. Bon, apparemment, ça n'a pas donné les résultats escomptés et une proposition est arrivée d'en haut sur la table en disant il n'y a qu'à construire une centrale nucléaire. Bon, voilà. Donc, on sent un peu l'ombre de Plogoff pour les plus jeunes auditeurs. Oui, ou même, c'est ça qui m'a fait hésiter au début. En Loire-Atlantique aussi, il y a eu un projet de centrale nucléaire qui avait rencontré le même désintérêt de la part des populations locales. Et donc, c'était au Carnet. Au Carnet, je crois. Oui. Et bon, dans les années 70-80. Et donc, la présidente de la région remet ça sur la table sur une proposition de Macron, je crois. Alors justement, le président de la République s'est exprimé il y a quelques jours à la télévision et, avec quelques propositions en forme de programme, dont cette proposition autour du nucléaire, de relancer cette filière nucléaire. Alors j'imagine que chez vous, à l'UDB, ça a suscité quand même un certain émoi. Oui, en même temps, pour paraphraser notre ami président, il peut déclarer ce qu'il veut. C'est pas pour demain, même si ça devait se réaliser, ça prendra des années. Et il a dû penser que ça parlerait plus à son électorat. Donc il peut dire ce qu'il veut. S'il parle à son électorat, si je suis élu, votez pour moi, je ferai une centrale, ou je ferai des centrales. Maintenant, faut regarder la réalité. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà. Nous, à l'UDB, on est radicalement contre. Transformer donc cette vieille, pardonnez-moi le terme, mais cette vieille centrale à charbon, évidemment en centrale nucléaire, ça a un coût. On a vu l'EPR. Est-ce que vous craignez que demain on vous impose un EPR et un chantier qui ne termine pas? C'est ça la question. C'est les EPR. Il y en a un en fonctionnement sur la planète et il est déjà arrêté. Il est déjà arrêté, il est en Chine. Ils l'ont inauguré il y a moins d'1 an et il est à l'arrêt parce que il y a un problème. Il y a plusieurs EPR certainement en construction sur la planète. Il y en a un en Finlande qui est piloté par la France, mais il est en retard. Et puis il y en a un autre en France, il est en retard aussi. Voilà, très connu et qui a explosé les budgets, il faut bien le dire. Oui, alors dernièrement, avant même que le communiqué de l'UDB apparaisse, j'avais republié un commentaire de Marc Théry. Je ne sais pas si vous connaissiez Marc Théry. Il était de votre secteur. Là, on peut en dire un mot éventuellement. Du Menet. Et à l'époque, donc c'était un commentaire qui date de 2015, il avait déjà fait une comparaison. À l'époque, on pensait que le coût du chantier était rendu à 9 milliards.
Alors qu'aujourd'hui, on en est à 19. 10 milliards de plus. 10 milliards de plus. Et bien déjà, à l'époque, même à 9 milliards, 3 fois plus que le budget initial, la centrale, c'est-à-dire si on avait investi ces 9 milliards à l'époque, on aurait obtenu plus d'énergie avec l'implantation d'éoliennes terrestres, parce qu'il était assez contre l'éolien maritime. J'ai jamais bien compris pourquoi, mais bon, c'était comme ça. Et donc voilà, il avait clairement montré qu'avec de l'éolien terrestre, on produisait plus d'énergie à un coût moins important au kilowattheure, et en décentralisant la production, c'est-à-dire en installant ces éoliennes un peu partout sur le territoire de l'Hexagone. Alors justement, on va y venir aux éoliennes, mais le président de la République parle de décentralisation aussi, de petits réacteurs. Est-ce que pour vous c'est dangereux d'installer des petits réacteurs un petit peu partout comme ça ? Je sais pas, on peut regarder, le premier réacteur hexagonal a été installé à Brennilis en 1964. Il a produit jusqu'en 85. Et depuis 85, on n'a pas trouvé le moyen de le démanteler. Le démantèlement sera peut-être fini d'ici 30 ans. Donc 64, on est en 2021, bientôt 22, plus 30, 2052. Voilà, on prend la décision de construire un truc à la fin des années 50, et un siècle après, on a résolu le problème. On pense qu'on aura résolu le problème. Donc ceux qui ont pris la décision à l'époque de le construire, ils seront morts depuis longtemps. Et par contre, ceux qui doivent supporter les conséquences, ils sont encore vivants aujourd'hui. Voilà. Alors justement, l'éolien, on en parle beaucoup aujourd'hui. Alors on en parle aussi par rapport à ce site éolien de la baie de Saint-Brieuc. Je ne vais pas faire de jeu de mots, mais qui fait des vagues, il faut bien le dire. Quelle est la position de l'UDB là-dessus ? Vous êtes plutôt... Enfin moi en tout cas, et l'UDB aussi certainement, je suis totalement pour ce parc éolien. Alors après, on peut se poser des questions. C'est la manière peut-être dont il a été conduit ? Oui, mais la manière dont il a été conduit, c'est la manière imposée par l'État français. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il faut 10 ou 15 ans pour développer un projet en France, alors que dans les pays européens, en général, c'est plié en 2 ans. Donc il ne faut pas s'étonner qu'une entreprise qui investit pendant 15 ans, ou 10 ans, on va dire 10 ans, elle tienne à ce que le projet il arrive au bout. Parce que depuis 10 ans, ils dépensent des 1000 et des 100. Et maintenant, c'est pas maintenant, alors que la première phase de construction est terminée, que les travaux de logistique terrestre sont réalisés à Les Ardrieux. À Les Ardrieux, donc je me balade tous les jours sur le port, tous les jours je vois leurs installations, et voilà. Vous comprenez qu'il y a une crainte quand même de la part des pêcheurs, de la part aussi des riverains. Alors j'entends les riverains, ceux qui se trouvent un peu en face de ce site. Alors, les riverains. On va faire un cours de mathématiques de 5e. Je ne suis pas prof de maths, je ne suis pas prof de rien du tout d'ailleurs. Mais si je me rappelle bien, en 5e, on aborde un concept, le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, il dit quoi ? C'est que dans un angle donné, le rapport entre les deux côtés d'un triangle sont égaux. Alors ça veut dire quoi concrètement vis-à-vis des éoliennes ? Vous prenez une éolienne de 200 mètres que vous mettez à 20 km au large, ça équivaut à un crayon de 20 cm planté à 20 mètres au fond de votre jardin. Est-ce qu'un crayon de 20 cm planté dans votre jardin, à 20 mètres de votre maison, est-ce que ça dérange votre vue ? Alors même si vous plantez 60 crayons, est-ce que ça dérange votre vue à 120 degrés ? Vous avez un angle de vision de 120 degrés. Est-ce que 60 crayons plantés à 20 mètres devant vous, est-ce que ça vous gêne dans le paysage ? Moi, je dis non. Alors, il y a une opposition, on a vu que c'était arrivé sur le terrain politique. Deuxième chose, et je vis au bord de la mer, j'ai travaillé pendant 12 ans dans un chantier naval, je sais un peu comment est la mer en général. La plupart du temps, l'été, il y a de la brume. Vous avez une vision à 3, 4, 5 000. Les éoliennes sont à
10 ou 12 000. Donc la plupart du temps, personne ne les verra. Personne. Alors maintenant, les pêcheurs. Je me souviens, il y a 5-6 ans, ou même un peu plus, les pêcheurs étaient pour. La société avait pris contact avec eux, ils avaient lancé des programmes de compensation. Aujourd'hui, ils sont contre. Bon, pourquoi pas? Et il y a peut-être des nouveaux problèmes dont je n'ai pas connaissance. Toujours est-il qu'avant d'être pour ou contre, une chose que la région pourrait faire, c'est de réunir tout le monde, aller faire un tour chez les British, qui gèrent des problèmes de cet ordre depuis plus de 10 ans, parce que eux, ils ont des parcs éoliens marins depuis plus de 10 ans en fonctionnement. Et aller voir les pêcheurs locaux et leur demander, bon, alors, au bout de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez connu des problèmes au niveau de la pêche? Allez voir les gens qui savent. Avoir un retour d'expérience, finalement, de ce qui se fait ailleurs. Là, tout le monde dit n'importe quoi, il va se passer ci, il va se passer ça. Allez voir. Là où c'est déjà en place, c'est tout. Alors, je reviens au problème politique, parce qu'on a vu que de nombreuses personnalités politiques bretonnes, et même un peu au-delà, se sont emparées de cette crise, si on peut le dire, du parc éolien en mer. Vous y voyez des postures? Oui, c'est des postures politiques. Il faut dire quelque chose. Bon, un tel est pour, donc moi je vais être contre. Et de toute façon, j'aurai aucun pouvoir sur ce qui va se passer. Donc je peux dire n'importe quoi. Voilà, donc finalement, c'est de la posture. C'est de la posture, de l'opportunité. Voilà. Je parle à mon électorat, voilà. Et puis aux mécontents du secteur, voilà. Bon. Je reviens au nucléaire. Aujourd'hui, on entend des voix qui disent oui, mais le nucléaire, c'est très bien parce que ça va nous permettre d'avoir une transition, un mix énergétique, c'est le fameux terme, un mix énergétique beaucoup plus doux, le temps que les parcs éoliens se développent, les parcs photovoltaïques et tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée? À mon avis, c'est une fausse bonne idée. Enfin, c'est une vraie mauvaise idée, plutôt. C'est une vraie mauvaise idée, d'abord parce que, il y a un temps de latence entre le moment où on dit on va construire une centrale nucléaire, le temps où on la construit et le temps où elle est opérationnelle, et il s'écoule combien de temps? 10 ans, 15 ans? On n'en sait rien. Déjà, il faut une étude qui prend des plombes, donc on peut dire aujourd'hui, oui, on va construire des centrales nucléaires, et puis celui qui devra les construire, si jamais elles doivent être construites, ce sera Macron, peut-être s'il est élu la prochaine fois, ou son remplaçant de 2027, ou celui de 2034, on n'en sait rien. Avec le risque que le remplaçant ne soit pas d'accord, finalement. Oui, en plus. Voilà, donc le jeu politique. Ouais. Je commençais en disant tout à l'heure, Gwenaëlle Henry, qu'aujourd'hui il y a une préoccupation des Français, des citoyens qui ont du mal à payer leur énergie. De plus en plus, on voit des voix qui s'élèvent, des colères même qui s'élèvent. Est-ce que développer une énergie qui est produite en région, on sait que l'UDB est très attaché à la décentralisation et plus encore, est-ce que ça permettrait de mieux gérer justement ces coûts de l'énergie? Oui, tout à fait. En fait, le pouvoir nucléaire, c'est un pouvoir centralisé. Qui contrôle l'énergie, contrôle le territoire. C'est tout. On vit dans un monde, actuellement, on peut le déplorer, mais c'est comme ça, qui est accro à l'énergie. Chaque Breton, chaque Français, chaque Européen consomme à peu près, alors du bébé qui vient naître jusqu'au vieillard à l'EHPAD, en moyenne, 2 tonnes d'équivalent pétrole par an. 2 tonnes. C'est énorme. C'est énorme. Au niveau de la planète, je sais pas, mais en 2013, parce que je suis en train d'actualiser d'ailleurs, on en parlera peut-être un peu si on a le temps, du projet Alter Breton. Voilà, justement, mais on va y venir juste après. On est accro à l'énergie et ça va pas pouvoir durer. Ça va pas pouvoir durer. On est sur une planète limitée physiquement. Et 2 tonnes par personne, au niveau de la planète, ça représente un volume de 7 km3 d'hydrocarbures par an. Si vous comparez l'échelle de la Bretagne pour avoir une idée, c'est comme si vous recouvriez la Bretagne, 35 000 km², de 20 cm de pétrole. Partout. Et même,
puisque ça fait pas 35 000 km², même le bâti, c'est-à-dire ici dans la radio, 20 cm de pétrole, à l'étage, 20 cm de pétrole, partout, sur les toits, sur les routes, sur les jardins, sur les plages, sur le Ménébré, partout, 20 cm. Ça, une année. 5 ans, 1 mètre. 50 ans. Voilà, 50 mètres. 10 mètres. 10 mètres, pardon. Oui, Oui, mais enfin, voilà. Oui, mais ça fait beaucoup, 50 mètres, vous avez raison. Ouais. Je vais retourner au cours élémentaire. Néanmoins, on n'a pas envie de voir cette situation, on l'imagine bien, même dans le pire des cauchemars. Donc, il faudrait maîtriser l'énergie. On demande aujourd'hui beaucoup de faire des économies et tout ça, mais c'est une histoire essentiellement politique, de décision politique. Il faut que... Vous êtes bien placé ici, vous êtes à côté du Mené. Le Mené, c'est un territoire qui vise 100% d'autonomie énergétique. Alors, pas seulement électrique, d'autonomie énergétique. Voilà, parce toute que énergie confondue. On parle du nucléaire, mais il faut se rappeler que l'électricité, ça n'est que 25% de l'énergie qu'on consomme. Le reste, les 75%, c'est à base de pétrole ou de gaz. Donc, quand on aura réglé le problème électrique, on n'aura pas réglé le problème de l'énergie. Dans le Mené, leur idée, c'est de remplacer le système actuel par un système autonome. Autonome, voilà. Le territoire produit l'énergie qu'il consomme. Et il peut même la revendre au territoire. S'il y en a de trop. Et l'intérêt, c'est que, voilà, le pétrole est pas très cher en fait. Ce qu'on paye, c'est des taxes. Ce qu'on paye, c'est des taxes. Mais ça fait rien. Quand vous payez, dans ce que vous payez sur le pétrole, il y a une partie de l'argent, de la somme, qui sort du territoire. Il s'en va, il va dans les Émirats du Golfe, c'est normal, on leur achète des trucs, et on les paye. Quand vous produisez l'énergie sur place, l'argent reste dans le territoire. C'est-à-dire vous achetez ce dont vous avez besoin à un producteur du territoire, l'argent reste sur le territoire et circule. Donc, on est dans une forme de circuit court. Tout à fait. Voilà, voilà. Alors, on va parler de ce projet énergétique que vous portez. Un dernier mot sur l'énergie et l'hydrogène. On en parle beaucoup aujourd'hui. Là aussi, fausse bonne idée ? En fait, l'hydrogène... l'hydrogène, ça n'est qu'un vecteur. C'est un vecteur comment dire, pour produire l'hydrogène, il faut soit du pétrole, soit de l'électricité. Donc, ça revient à un problème électrique. Si vous voulez produire de l'hydrogène, il vous faudra du nucléaire. Ou de l'électricité, mais il vous faudra une énergie pour produire cet hydrogène que vous pourrez utiliser après pour les transports. Mais il y a d'autres solutions, on pourrait utiliser l'air comprimé. Alors, vous avez un projet à l'UDB, projet, j'allais dire raisonné ou raisonnable, je ne sais pas, vous allez nous en dire les grandes lignes, d'énergie, projet énergétique breton. Oui. Alors, déjà, c'est pas vraiment le projet de l'UDB. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce projet, le projet Alter Breton, a été développé à la fin des années 70 par Feu, le PSU, Parti Socialiste Unifié, qui a disparu depuis. Il y a eu un projet Alter français, mais ça sonnait mal, PAF. Donc, ça s'est pas imposé comme nom. Et un projet Alter Breton, PAB, c'était déjà plus sympa. Donc ce projet a été développé à la fin des années 70 par un groupe de scientifiques bretons, et pas seulement de scientifiques, il y a beaucoup de gens qui avaient participé, qui avaient apporté leur expertise, etc. À l'époque, il avait connu un grand succès, il avait été tiré à plus de 10 000 exemplaires. Et puis... on était à la période du tout nucléaire. Pompon avait lancé le programme électronucléaire français. Alors, Pompidou pour nos plus jeunes auditeurs. Oui. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on en est là. On a un parc nucléaire vieillissant dont on ne sait pas quoi faire. On veut en construire des nouveaux, mais on n'a pas investi, pas assez en tout cas, dans les énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut en dire deux lignes de ce programme alternatif breton ? Allez, il nous reste quoi, 5 minutes, je regarde, 5-6 minutes, je regarde notre réalisateur.
Oui, on peut en dire quelque chose. Je peux même le montrer à la caméra. Oui, Donc, voilà. En 2009, pour les 30 ans, l'UDB a réactualisé le projet Alter Breton et l'a appelé le nouveau projet Alter Breton. Bon, seulement c'était en 2009 et on est en 2000, bientôt 22. Et il faut de nouveau le réactualiser. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 13 années. Déjà, les gens ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. En 2009, c'était encore... Il y avait encore des climato-sceptiques. Les brisous typiques, vous êtes sympathiques et tout, mais bon. Mais aujourd'hui... Mais les brisous typiques, je fais une petite parenthèse, Gwenaël Henry, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de brisous typiques qui sont aussi des jeunes et qui sont très technophiles et qui ont envie de développer, de participer. Oui, justement, on va essayer d'actualiser, surtout que l'année prochaine, 2022, c'est les 50 ans du rapport du Club de Rome. Et donc ce sera l'occasion de parler énergie, développement, croissance, et donc comment faire en Bretagne pour se passer du pétrole et de l'uranium. C'est l'objet du projet Alter Breton. Et c'est possible. Le problème, c'est que, c'est comme toujours, il faut, la décision politique, et 2, derrière, les investissements. Voilà. Mais les technologies, on les a. Et il y a déjà, parce qu'il faut quand même aussi être un peu optimiste, il y a déjà des programmes qui sont engagés, notamment dans le bâtiment. Et il faut souligner que les artisans du bâtiment ont fait des efforts colossaux au niveau de la formation des nouveaux salariés, au niveau des entreprises. Ils ont dû subir et mettre en œuvre une nouvelle réglementation thermique. Donc la réglementation thermique, c'était après le choc pétrolier des années 70, les gens se sont aperçus qu'en fait, à l'époque, on construisait n'importe comment et il fallait chauffer, on s'en foutait. On chauffait beaucoup, mais on chauffait aussi l'extérieur. On chauffait l'extérieur. Et puis, donc, l'État a imposé certaines réglementations thermiques. Donc, celle dont je me souviens à peu près, c'est la RT 2005, la première un peu conséquente. Après, il y a eu la RT 2012. Donc il a fallu en 7 ans. Et puis maintenant, on est passé non plus à la RT, mais à la RE, Réglementation environnementale 2020, qui va s'appliquer là, un an, avec un an de retard, parce que ça a été différé d'un an à cause du Covid, mais le 1er janvier 2022, ça va s'imposer dans la construction. Et c'est un système qui va porter ses fruits, parce que c'est vraiment intelligent, et voilà. Et les artisans ont répondu présent et appliquent désormais la réglementation. Alors aujourd'hui, je disais tout à l'heure en commençant, Gwenaël Henry, que la région Bretagne est assez volontariste quand même sur ces questions. Mais est-ce qu'il faut faire plus est-ce que c'est une question politique finalement? Permettez-moi le problème de la région Bretagne, c'est son budget. Quand vous avez 2 milliards d'euros de budget, vous n'allez pas très loin. Pays de Galles, c'est 2 millions d'habitants, ils ont 30 milliards d'euros. Voilà. Donc tant qu'on en sera là, la région Bretagne pourra déclarer qu'elle est favorable, mais en fait, elle ne pourra pas investir. Donc tout est lié. Il faut aller vers cette décentralisation, il faut changer les règles. Tout à fait. De toute façon, si vous regardez actuellement le débat présidentiel, il est d'une nullité, mais... J'allais y venir, mais vous m'avez précédé. Ça démontre que le système est arrivé au bout, et que, Macron va peut-être réussir son coup et passer encore une fois, mais c'est vraiment la fin, quoi. C'est la fin. Avec des extrêmes qui montent. Ouais, c'est ça. Et puis surtout un régime hyper présidentialisé où c'est une personne il décide qu'on va relancer le programme électronucléaire. Est-ce qu'il a demandé l'avis de l'Assemblée? Est-ce qu'il a demandé l'avis des... Non. Je décide que, voilà. Donc, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut réintroduire la notion de peuple dans les décisions. On parle beaucoup de référendum. Déjà, si on faisait une véritable décentralisation, non pas régionaliste, mais fédéraliste, où chaque région qui le souhaiterait veut
disposer de pouvoirs normatifs et d'un budget qui va avec, on ferait un grand pas. Est-ce que vous pensez que les Français généralement, ou les Bretons bien entendu en ce qui nous concerne, sont prêts pour le fédéralisme ? Je pense qu'ils sont prêts, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce que tout le système français est bâti sur le centralisme. C'est culturel. Vous rentrez à l'école maternelle à 2 ans, on vous apprend l'histoire de France, et tout le système médiatique, tout ramène à Paris. Vous regardez TF1 le soir, qu'est-ce que vous voyez ? La Tour Eiffel dans le fond. Vous regardez BFM TV, c'est pareil. En Bretagne 5, on n'a pas la Tour Eiffel. Hein. Non, heureusement. Non, mais voilà, le système est fait de telle sorte que Paris contrôle tout et veut avoir la main sur tout. Mais au bout d'un moment, on n'est plus au 19e siècle et 200 préfets ne peuvent pas gérer la boutique. C'est impossible. Et il y a une demande de réduction de ce fameux millefeuille administratif, on l'a appelé ça. Les gens ont besoin de proximité, de pouvoir parler à leurs élus. Exactement, les connaître et pointer les responsabilités. Parce que là, tout le monde s'en fout. C'est le gouvernement, c'est l'Europe, c'est le machin. Mais si c'était Chenet Girard, le responsable, il aurait peut-être des comptes à rendre. Alors que là, il n'a pas de pouvoir. Il faudrait instituer un petit peu comme certaines régions européennes. Vous y faisiez référence tout à l'heure. Un gouvernement fédéral breton, tout à fait. Comme c'est un petit peu en Allemagne. Un gouvernement fédéral, tout à fait, avec les ministères qui vont avec, et un budget surtout. Un gouvernement fédéral sans budget, ça sert à rien. Est-ce qu'il faut minimiser l'échelon France et plutôt privilégier l'échelon européen ? C'est pas minimiser l'échelon France. Au contraire, la fédéralisation de la France développerait la France globalement. Et surtout, sur le terrain, les gens, même dans la Creuse, ils auraient leur mot à dire sur les investissements dont ils ont besoin. Alors que là, tout est décidé ailleurs, et eux, ils subissent. On ferme tel hôpital à Guéret, on fait ceci, on fait cela. Mais ça tombe d'en haut. On a vu l'UDB s'investir aussi dans les problèmes de logement, et on terminera là-dessus, il nous reste une petite minute, ça va être très rapide. Neil Kawissin était venu nous en parler à ce micro. On voit que l'idée fait son chemin finalement. Il y a un problème, donc ne pas le voir, mettre tout sous le tapis, ça serait pas raisonnable. Le problème existe, l'UDB a mis l'accent dessus, et maintenant il faut régler le problème. Il a dû passer d'ailleurs sur Antenne 2 hier soir. Oui, tout à fait, il était l'invité de nos confrères d'Antenne 2, de France 2 d'ailleurs. Oui, France 2, je suis resté en 70. Est-ce qu'il faut, alors justement, on parle des médias, et vraiment on termine là-dessus, est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir aussi des médias décentralisés ? Alors il y a Bretagne 5, il y a les consoeurs bretonnantes, galaisantes. Tout à fait, je pense et ça, les Bretons sont capables de le faire. Il y a déjà un réseau existant. La région peut faire quelque chose. Elle ne peut pas tout faire, mais elle peut faire quelque chose. Et surtout, je pense que les médias doivent se réunir et proposer des offres. Déjà, moi je ne vais pas faire de la pub pour des radios concurrentes, mais j'écoute la radio en breton, et je sais que les émissions sont mutualisées entre différentes stations. Oui. Voilà. Donc ça, c'est une bonne solution. Et je ne sais pas si vous utilisez des émissions d'autres Alors non, Bretagne 5 est très indépendante comme radio. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, l'antenne est en grève. On le disait, vous l'avez peut-être entendu. Pour une disparité. Alors, puisqu'on parle des consoeurs, c'était pas prévu. On improvise un peu là. Les radios bretonnantes qui sont très bien dotées par la région, et c'est tant mieux. Nous, on insiste bien là-dessus. Il s'agit pas de dire il faut moins donner, mais nous, on voudrait bien avoir un peu plus. Voilà. Et c'est légitime. C'est légitime. Maintenant, il faut que tout le monde se mette autour de la table, qu'il y ait un plan breton de la radio et de la télé, parce que il faut la télé également. Et voilà. On va devoir s'arrêter là, Gwenaël Henry. Je rappelle que vous êtes militant UDB, référent énergie. Vous étiez notre invité ce matin. Vous reviendrez, il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous, et très belle journée. Merci, à bientôt. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.